أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان الرجيم. الحمد لله نحمدك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله كما تحب وترضى يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue donc à la deuxième partie de cette conférence en particulier sur l'imam Bouzouzou, le premier imam de Suisse. J'essaye d'être bref, donc j'aurais dû qu'il y ait des frères, donc c'était convenu qu'il va y avoir des frères qui ont connu Shir, qui l'ont rencontré, qui vont témoigner. Malheureusement, c'est la deuxième fois qu'ils s'excusent à la dernière seconde. Donc on se trouve des fois entre la masse frappante et l'enclume. Voilà. On va se débrouiller. On va essayer de débrouiller. Donc je présente le frère Abdelhamid Bouzouzou qui est le président de l'association. Donc il va vous donner un bref aperçu sur l'association et après on va continuer ce qui nous reste de notre conférence, Inch'Allah. Tfadal Abdelhamid. Bismillah. Merci pour avoir répondu à cette invitation. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie, la fin d'un aperçu sur Cheikh Mahmoud Bouzouzou, rahimahullah. Donc nous avons fondé cette association en son nom pour garder sa mémoire et puis aussi recueillir ses œuvres, les témoignages, essayer de publier dans la mesure du possible les écrits et les textes qui sont qu'on est en train de réunir. Mais pour ce travail, nous avons besoin d'une aide financière. Nous n'avons aucune subvention. Donc nous faisons appel à votre générosité. Donc on vous a posé un calendrier avec un bulletin de versement. Si vous voulez bien contribuer, ça nous aidera grandement parce qu'on a encore un site internet à construire également. Et puis on organise des conférences et on a aussi comme projet donc d'ouvrir des centres socioculturels. Il y en a déjà un à Alger. Et puis donc aussi si possible en Suisse et ailleurs. Donc principalement pour les jeunes. Voilà. Donc aujourd'hui nous terminons l'aspect biographique qu'on avait commencé la dernière fois. Et on a deux enregistrements à vous faire entendre, donc des archives de la radio suisse romande et de la radio suisse internationale. Donc un qui est en français, c'est sur le ramadan, et puis l'autre sur les droits de l'homme en islam selon donc la charia. C'était une interview en arabe, donc en fait il y a un certain nombre d'années déjà. Donc ça a été archivé, on a pu les retrouver. Et puis à part ça, on appelle aussi les membres qui sont présents ici à témoigner. Donc, je ne sais pas s'il y a deux personnes qui pourraient intervenir ici, du côté des dames. Mais du côté des messieurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait intervenir pour témoigner ou pas. D'accord. Alors voilà, je laisse la parole à C. Mostafa. Merci bien, c'est Abdelhamid. Donc, je vais essayer de résumer, pour mettre à la page les frères qui n'étaient pas présents la séance précédente, c'est-à-dire le mois passé. Donc, Cheikh Bouzouzou, quand on évoque par exemple son travail, quand on évoque premièrement l'hommage, c'est un honneur, c'est l'éloge, c'est le remerciement, c'est félicitations, c'est l'estime, c'est la considération de ce monsieur qui, entre autres, un des imams qui ont bossé énormément pour la communauté. Et quand il s'avère que c'est le premier imam de Suisse, vraiment, on n'a pas assez profité de son savoir. Donc, c'était l'éloge là, rentre dans même en langue arabe, l'ahmadullah annahu yassara lana, facile le hamd, d'où même son prénom, Mahmoud Hamada Yahmidou Hamdan.
Et ça rentre aussi dans min bab al-dhikr. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكرى رحيل أو ذكرى ميلاد الإمام. Donc les formes de l'hommage, on les a évoquées, soit matériel, un cadeau, un livre consacré à ses œuvres. Je suis bien fier aujourd'hui qu'au moins des gens, dans 2 jours, à Alger, il y a un livre qui a été édité pour l'imam Bouzouzou. C'est un ami, il est chercheur. Je vais trouver après le titre de l'ouvrage sur le combat de l'imam Bouzouzou dans l'écriture, dans la révolution algérienne. Donc il a essayé de résumer cela. Ça c'est une chose. C'est en français? C'est en arabe, mais il peut être traduit. Donc il est fait en arabe avec une biographie à la fin. Et ça pourrait entrer dans les projets de l'association. Oui, on peut l'exploiter. Il sera vendu donc dès lundi au salon du livre qui s'ouvre justement à Alger dès ce lundi-là. Bien sûr, on a évoqué la naissance de Cheikh Bouzouzou. Donc on ne choisit pas ses lieux de naissance ni où mourir, ce sont les secrets de Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas où mourir, où vivre, où aller, et même on ne choisit même pas ses parents ni ses origines. Et Cheikh Bouzouzou est un fils d'un cadi, d'un juge, qui s'appelait Boualam. Donc Boualam, c'est un nom typiquement maghrébin. C'est un cadi. Sa mère Zulaykha ben Abd al-Moumen, qui est une famille d'Abd al-Moumen de l'histoire très très connue, et de fondateur de la dynastie des Mouahidines, les Almohades en France. Oui, Ibn Toumart, de l'époque du grand formateur Ibn Toumart, donc qui s'est installé à Béjaïa, à Bougie, en Algérie. Donc l'Algérie à cette époque-là, pays colonisé depuis 1830. Donc même base sur cette ville-là qui est musulmane, malgré qu'en majorité ils sont berbères, donc ils n'ont pas de problème entre berbères et berbère, c'est une langue, mais donc c'est un contexte difficile que Cheikh Bouzouzou est né pendant la guerre d'Algérie, dans une ville Béjaïa, qui donne son nom aussi à la bougie. Qui éclaire et qui a vraiment éclairé Cheikh Bouzouzou. Il est né le 23 février 1918. Une date, c'est quoi? C'est un départ. Et Cheikh Bouzouzou, à 11 ans déjà, il a été formé. À 11 ans, il a déjà il est hafiz du Coran al-Karim. Il a appris le Coran en entier à 11 ans. Et généralement, quelqu'un qui apprend le Coran avant 20 ans et autres, ça y est, c'est un alim. Déjà, c'est un savant, déjà, qui est préparé à ce travail-là. En 1930, c'est la célébration du centenaire du colonialisme, donc une démonstration forte. Lui, il n'avait que quelques années, arrogante. Les Français veulent imposer beaucoup de choses. Là, en 1931, il y a eu un grand déclic. En Algérie, pour la première fois, un groupe de savants se réunissent et ils fondent l'association des oulémas d'Algérie en 1931. تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين par le grand imam Abd al-Hamid ibn Badis, que notre frère Abd al-Hamid porte son nom. Cheikh Bouzouzou a donné le prénom d'Abd al-Hamid à son fils. Et l'imam Abd al-Hamid ibn Badis, c'est le maître spirituel de la révolution algérienne, de l'indépendance. C'est lui qui a fait vraiment les premiers fondements. Lui et Al-Bashir al-Ibrahim, ils étaient deux. On l'a évoqué la fois passée. Donc ils se sont réunis à la Mecque et à Médine. Pendant 3 mois, ils ont décidé tous deux à libérer l'Algérie. Vraiment, c'est pas donné à n'importe qui. 2 personnes, 2 hommes,
dans un pays lointain qui décident ensemble à libérer leur pays. Et à cette époque-là, Cheikh Bachir Ibrahim, c'est une grande plume. C'est le maître de l'époque de la langue arabe, malgré qu'il est berbère, maître de la langue arabe. Il a dit à l'imam Ibn Badis, il lui a dit, on va commencer à écrire dès maintenant, faire des publications. Je publie dans la presse syrienne, je publie dans la presse égyptienne à l'époque. On continue à faire le combat d'ici. L'imam Ibn Badis lui a dit, si on écrit uniquement d'ici, on est coupé. On ne peut pas. Et il lui dit, le poète, c'est-à-dire les idées d'un poète viennent du lieu là où il vit. Il ne peut pas faire un poème de loin. Et il lui a dit que c'est exactement, si on reste ici, c'est comme si on est dans un combat guidé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous, on le laisse et on commence à faire autre chose. Donc là, ils se sont mis d'accord d'aller travailler avec les savants existants sur le terrain. Et ils ont pu réunir les gens à bosser pour l'indépendance de leur pays. Et le colonialisme, déjà, il a déjà un siècle. À cette époque-là, Cheikh Bouzouzou, en 1932 et 1936, il s'inscrit dans la médersa publique de l'État de Constantine, c'est-à-dire son père l'envoie, après avoir mémorisé le Coran en entier, il part à Constantine, il s'installe pour apprendre là-bas, c'est-à-dire le savoir, et c'est une école franco-musulmane. En plus de ça, il s'est inscrit dans la médersa de l'imam Ibn Badis pour connaître tous les ABC de l'islam, le fiqh, le sira, pour apprendre tout ça. Et Cheikh Bouzouzou racontait dans ses témoignages, il dit que dès la première semaine, lui, c'est un amoureux des livres. La preuve, Genève le témoigne parce qu'il a donné le 1/3 de sa bibliothèque à la ville de Genève. Il l'a offert. Eh bien, c'est un amoureux des livres. Il est arrivé, les gens cherchent où manger ou quelque chose comme ça. Lui, il a été voir, il a demandé, est-ce qu'il y a une bibliothèque ou librairie musulmane là, je vais voir s'il y a des livres à lire ou à prendre. Une fois arrivé là-bas, on lui a montré, voilà, cette bibliothèque, elle est connue, uniquement, c'est justement, il y a plus de choses sur l'islam et l'arabe. Il est rentré, il a commencé à feuilleter les feuilles. Il était impressionné. Il leur a dit, vous êtes toujours ouvert, je peux revenir. On lui dit, tu peux. Et il y avait un monsieur qui était présent derrière avec les responsables de la bibliothèque. Il lui a dit, toi, comment t'appelles-tu? Tu viens d'où? Il lui a dit, je m'appelle Bouzouzou et je viens de Béjaïa. Ah, et tu viens quoi? Il lui a dit, je suis venu apprendre dans l'institut d'Ibn Badis. Ah, il lui a dit, écoute mon fils. Il lui a donné une leçon, il lui a dit, ne reviens jamais à cette bibliothèque. Si on te voit, si les Français vont te voir, ils vont te faire du mal. Parce que toute personne qui rentre ici, ça y est, c'est une étiquette, comme le terme chez nous de intégriste ou quelque chose comme ça. Il lui a dit ok. Donc, je me souviens très très bien, il y a le terme qu'il a utilisé. Je vais trouver après, c'est juste pour avancer. Et là, quand il retournait le soir, quand on leur donne où dormir et autres dans cet institut-là, il a vu le monsieur qui lui a donné le conseil, c'était Louis Ibn Badis. Il était dans cette bibliothèque-là. Et c'est lui qui lui a donné ce conseil-là de ne pas venir ici. Et lui a dit, tu peux demander à tes maîtres de venir te prendre les livres dont tu en as besoin ou tu cherches à... Donc de là, Cheikh Bouzouzou a compris qu'il connaît un monsieur. Ce monsieur-là, c'est lui le... Et il lui a dit, je vais le trouver en arabe, la priorité est à l'éducation. Avant le militantisme, avant le nidal, avant le militantisme, avant d'être engagé dans des trucs forts ou armés, autres, apprends.
Je vais revenir, je vais vous trouver exactement le texte, qu'est-ce qu'il lui a dit. Et Cheikh Bouzouzou a mentionné ça exactement. Il a gardé ça. Le savoir, apprendre le savoir, après je deviens militant d'une cause. Voilà, d'ailleurs, dans cette mosquée-là, elle s'appelle actuellement la mosquée Al-Akhdar, mosquée verte, là où l'imam Ibn Badis a fait la traduction, l'exégèse du Coran en entier en 25 ans. C'est une exégèse enseignée. C'est-à-dire, il l'a enseigné en 25 ans. C'est-à-dire, il a terminé tout le tafsir tadrisan. Laysat kitabatan. C'est parce que pour écrire l'exégèse ou faire écrire quelque chose, je peux faire un effort pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Lui, il a fait l'exégèse en cours. Il les a donné des cours à ses élèves pendant un quart de siècle. Et Cheikh Bouzouzou a profité de tout cela. Après cela, il y a eu la délégation qui se rend à Paris, l'imam Ibn Badous, Léon Blum, j'en passe parce que c'est un peu des détails. Cheikh Bouzouzou, bien sûr, il a réintégré le militantisme politique. Donc en 1937, il y avait la création du PPA, de Massal el-Hajj, Parti populaire, c'est un parti nationaliste. Après, un autre front de coalition, c'est-à-dire il était engagé politiquement aussi avec la cause algérienne. En 1940, le 16 avril, c'est le décès de son maître. C'est le décès de Cheikh Ibn Badis. Donc là, l'imam Ibn Bouzouzou est devenu enseignant, donc il a choisi l'enseignement de la langue arabe à l'école publique française. Parallèlement, il œuvre à la création d'écoles privées arabo-musulmanes qui appartiennent à l'association des oulémas d'Algérie, dans tout, à gauche, à droite, dans tout le territoire algérien, il est immense. Après cela, ce que les gens ne connaissent pas de l'imam Bouzouzou est l'un des fondateurs du scout musulman algérien. Il était le guide spirituel de cela. Il y a le président Mohamed Bourras, et lui, c'est le Murshid al-Am lil-Kashaf al-Islami. C'était lui le maître, c'est-à-dire c'est lui qui donne les idées. Jusqu'à 1947, il est devenu aussi responsable de cela. Donc en 1942, débarquement anglo-américain à Alger, donc les Anglais qui ont voulu partager l'Algérie, le gâteau de l'Algérie avec eux. En 1949, il se marie avec la mère d'Abdelhamid Amina, dont il aura 4 garçons et une fille. Et là, la souffrance de l'imam Bouzouzou, donc comment il a vécu un combat. Et aujourd'hui, uniquement, quand je lis ce nouveau livre-là, le monsieur qui a écrit, je vais vous dire son nom, il a essayé de regrouper des lettres, pour la première fois, des correspondances privées entre Cheikh Bouzouzou quand il était ici, en Allemagne et en Suisse, et les responsables de l'indépendance, avant l'indépendance en Algérie. Et comment ils ont vraiment bossé énormément. 47-50, il travaille comme correcteur puis rédacteur au journal Al-Basair. Al-Basair, c'est une revue qui appartient à l'association des oulémas d'Algérie. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جريدة البصائر. Elle a été reprise à ce jour, elle est toujours là, donc c'est une revue hebdomadaire, dont votre serviteur a un article hebdomadaire. En 1900, donc il a marché avec la mouvance, c'est-à-dire tout ce qui est combat matériel, spirituel, et aussi avec ce parti. Et il a constaté que même ses efforts dans la presse n'arrivaient pas, c'est-à-dire parce que l'association des oulémas d'Algérie
l'une de son travail, ses priorités, c'est l'éducation. Et Cheikh Bouzouzou était plutôt un homme politique aussi. Donc, il a fondé à lui seul, avec un autre groupe, un journal qui s'appelle Al-Manar, en 1950, dont voici une couverture, si j'arrive à le trouver, à la va-vite. Voilà, c'est cela. C'est plus grand que cela, donc, c'est plus grand que cela, Al-Manar. Manar, c'est une revue très très riche de Cheikh Bouzouzou, et avec Al-Manar là, il a bossé dès la première année, pour la première fois, pour ma petite lecture, c'est lui le fondateur de la guerre d'Algérie de 1954. Il a fait un sondage aux intellectuels algériens de l'époque. Est-ce que vous voulez être indépendant? C'est quoi l'indépendance? C'est quoi le colonialisme? Que dites-vous de cela? Et ça, il a regroupé toutes les tendances à l'époque. Il y avait ceux qui sont musulmans, ceux qui ne sont pas, même les communistes, il a demandé leur avis, parce qu'il y avait un petit groupe de communistes en Algérie, il y avait un peu de tout. Donc, il a fait un grand sondage pour mobiliser les gens à se réveiller à cette époque-là. De même que il a rencontré aussi le penseur Malik Ben Nabi, qui venait publier Vocation de l'islam, à la suite des conditions de la Renaissance et du phénomène coranique. Et il adhère à la thèse de la colonisabilité défendue par Malik Ben Nabi, c'est-à-dire le Qabili et l'Istimar. Il y a des gens qui sont, c'est inné dans eux, ils acceptent le colonisme, ils aiment être colonisés. C'est-à-dire vraiment, c'est... Et parmi ce qu'on a découvert quand on a rencontré Cheikh Bouzouzou, donc le phénomène coranique, Malik Ben Nabi, c'est un écrivain en français. Il écrit en français. C'est l'un des rénovateurs du siècle. Et il a vraiment beaucoup de choses, et il a beaucoup de théories. Donc vraiment, malgré que sa spécialité, c'est autre. Lui, il est physicien, donc il est ingénieur électricien, et après, il s'est investi dans... Il a même donné le phénomène coranique, ce livre-là, il est intéressant à lire. Il l'a donné à Cheikh Bouzouzou, il lui a dit si tu arrives à le traduire en arabe, parce que chez nous, donc l'arabe c'est... Et Cheikh Bouzouzou, il a essayé mais après, je ne sais pas, quelques mois ou autres, il lui a dit je ne peux pas, je suis occupé, j'ai beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il a été donné à un Égyptien de le traduire. Après cela, l'exil vers Aflou, en plein désert, donc Cheikh Bouzouzou, à l'oreille du désert, à la Hafat Sahara, où étaient parqués les indésirables, ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire on les met à Aflou et autres. D'ailleurs, Cheikh Ibrahimi a été vraiment muté là-bas. Donc la France, quand elle ne veut pas les gens, elle les met, heureusement, elle ne les a pas mis parce qu'il y a d'autres Algériens qui sont en Calédonie. Donc ce travail du colonialisme français, il est très très bien connu. Ça en 53, en 54, arrêté emprisonné, torturé, après déclenchement de la Révolution, en 54. Donc en 55, il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de la part de l'administration française en raison de ses activités militantes anticoloniales. Tout ce qui s'est passé, tout simplement que Cheikh Bouzouzou, il est militant de sa cause, donc il n'est pas affilié à ce groupe ou l'autre, mais il est vraiment indépendant dans sa tête. Il a été invité ici en Suisse, à Caux, par une association qui s'appelle Réarmement Moral. Maintenant, elle a changé de nom. ACO, C-A-U-X, dans le canton de Vaud. Et Cheikh Bouzouzou, donc, quand il a été invité là-bas, il a exposé la situation de l'Algérie et sa situation lui-même, parce qu'il était condamné à mort à 2 reprises. Il est condamné à mort par les Français et il est condamné à mort par ses frères, entre parenthèses, des frontières. Pourquoi? Tout simplement parce que il a été invité, donc ces gens de Caux lui ont dit tu peux représenter ton pays aux Nations Unies. En Amérique, il va y avoir
la discussion sur la cause algérienne et tu es bien formé pour dire des vérités sur ton pays, parce qu'on a rencontré des gens qui se disent du FLN et d'autres du PPA, mais ils n'ont pas ton poids, ni ont ton savoir. Non, il a dit, ouais, moi j'irai, mais quand il a été là-bas, donc il a rencontré les deux groupes qui sont venus représenter l'Algérie. Ça y est, donc la majorité, même les gens, les pays alignés ou les pays qui aident et autres, ils ont préféré Cheikh Bouzouzou pour qu'il parle pour la cause algérienne. Quand il a terminé, les deux groupes se sont chamaillés entre eux. Chacun d'eux, il lui dit, ah, il a travaillé pour les autres, pas pour nous. C'est pour ça que l'un des clans l'a condamné à mort. C'est pour ça qu'il dit, j'étais condamné à mort par mes frères. En 1956, il arrive en Suisse. Parce d'ailleurs, comment il a été condamné à mort et comment il a pu quitter son pays, c'est un miracle. On lui a fait un guet-apens par ses frères au Maroc, par des militants algériens. On lui dit, on a besoin d'un mourchid, c'est-à-dire d'un guide spirituel et autres pour la guerre et autres. Tu viens vers nous. Et lui, il a été visité, il a un frère qui habite le Maroc. Entre le Maroc et l'Algérie, c'est le même pays, presque. À l'époque, c'est le colonialisme, donc. Et donc, il lui a dit, ok, je viens avec vous. Mais quand il est venu avec eux, quand il est arrivé à Oujda, il a compris que c'est un guet-apens et ils veulent le liquider. Il a trouvé ses élèves prisonniers là-bas, par des Algériens eux-mêmes. Et là, ses élèves lui ont dit, écoute, donc on ne va pas rester comme ça. Ils sont venus, on t'a ramené pour te tuer toi aussi. Mais il leur a dit, restez tranquille, ne faites rien du tout, on est ensemble, on va discuter avec eux, probablement qu'ils vont comprendre qui les a envoyés et pourquoi. Et là, Cheikh Bouzouzou, c'est un homme très très pieux. Il fait ses prières nocturnes, dans le soir et autres. Il vit avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et il fait ses prières nocturnes. Et il a fait des prières pour que Dieu le guide. Qu'est-ce qu'il va faire? Et le soir même, un des soirs, il a vu qu'il y avait un tha'ban, un serpent qui courait derrière lui. Et il s'est réveillé. Il a dit, c'est ça, c'est le moment de partir. Il a réveillé les jeunes, il leur a dit, écoutez, ligotez les gardiens et on part. Ils les ont ligotés et ils sont partis. Donc de Oujda, de l'Est marocain, pour aller à Rabat, là où il y a son frère, au Casablanca. Et quand ils sont arrivés là-bas, l'un lui a téléphoné. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable ou autre. Il téléphone à la poste et tu viens demain à la poste pour recevoir la communication. C'est un télégramme et après, il lui a dit que hier, ils sont arrivés pour vous tuer. Le groupe qui est venu d'Alger, ils sont venus pour vous liquider. Il n'y a pas de négociation. Et il lui dit, alhamdoulilah, vous avez échappé à la mort. Donc, Cheikh Bouzouzou arrive en 1956 ici. C'est l'exil. Donc, en 1956, il rencontre aussi un grand champion de la cause musulmane, un grand artisan de son renouveau, Saïd Ramadan, donc ici dans ce centre. Ils ont créé ensemble ce centre-là, et avec d'autres gens, d'autres nationalités. Il y a des gens qui viennent faire leur prière du vendredi d'Italie, ici. Ils viennent une fois par mois, des fois. D'Italie. Il n'y avait pas de mosquée. D'ici, ni Valais, ni Vaud, il n'y a pas de mosquée. Donc les gens viennent se rencontrer une fois. Ils viennent d'Allemagne. Et ça, c'est le centre donc, le plus... Donc en 62, 62-61, ils ont créé le Centre islamique des Eaux Vives, qui constitue, d'après ce qu'il a écrit pendant longtemps, la qibla de beaucoup de musulmans du monde. Hein. Le premier centre islamique, l'un des premiers centres islamiques d'Europe, puisqu'il y avait aussi, avant cela, la grande mosquée de Paris en 1926 qui a été construite pour dédommager les 100 000 morts musulmans de la Première Guerre mondiale.
Une fois le centre ici plein, et même dans le raisonnement, les gens ont évolué. Donc, le Cheikh Bouzouzou ne veut pas rentrer dans le comité de la mosquée. Il a délégué un membre de l'ambassade algérienne. Il s'appelle Mohamed Kader, je n'arrive pas à ce jour le connaître qui exactement, dans le comité avec le père de Hani Ramadan et autres. Donc, même il y a eu quelques divergences de vision, d'autres gens aimeraient voir autre chose, entendre autre chose, et même M. Bouzouzou aimerait, mais il n'a pas voulu briser ou partager le groupe. Les gens sont venus lui dire non, non, et après, donc c'était plein ici, donc ils ont ouvert un autre centre à la rue de Lausanne. Cheikh Bouzouzou est parti là-bas, et en 78, 78, comme disent les Suisses, création de la Fondation islamique de Genève, la grande mosquée, donc là où le Cheikh Bouzouzou donne ses premiers serments et nourri de spiritualité et de connaissances éclairées jusqu'à sa retraite. Malgré sa retraite, il est toujours là-bas, donc il fait toujours ses prières là-bas. Donc il nous reste peu de temps. Donc je ne sais pas, on s'arrête là, donc l'ouverture, parce qu'on aurait bien aimé avancer donc, sur autre chose. On écoute les enregistrements. Oui, oui. Ah, donc on va écouter les enregistrements des Cheikh Bouzouzou, malgré quelques extraits, c'est tout. C'est vrai. Voilà. On commence donc cet enregistrement. C'est la description de la TSR. Donc, le théologien Mahmoud Bouzouzou s'exprime sur les concordances entre le message coranique et les principes du droit humanitaire tels qu'ils s'expriment dans la Convention de Genève, protection et traitement humain des blessés et des malades, statut des personnes qui ont déposé les armes, droit de toute personne inculpée à se défendre. Le professeur Bouzouzou confirme que le Coran et les conventions de Genève soutiennent le même message de respect et d'égalité. Et l'autre message, donc à propos le coutume du mois de Ramadan. Donc c'est juste, on va prendre un extrait. Vendredi 6 septembre 1974 pour les ondes courtes à Berne afin qu'il puisse faire son émission dirigée en arabe. Reda Chalabi interview le professeur Bouzouzou sur le sujet l'islam et la violence en langue arabe. يسر ميكروفون إذاعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف الالتقاء بشخصية عربية مرموقة هي شخصية الشيخ محمود بوزوزو من كبار علماء الجزائر لتناول الحديث حول موضوع القرآن الكريم واتفاقيات جنيف. وفي هذا الصدد نوجه بعض الأسئلة إلى الشيخ محمود بوزوزو. في اتفاقيات جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى نجد المادة 12 التي تقول أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية من الجرحى والمرضى يجب احترامهم وحمايتهم في جميع الأحوال وعلى أطراف النزاع أن يعاملوهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار بسبب الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو المعتقد السياسي أو ما يشابه ذلك. هل يوجد في القرآن الكريم هل يؤكد القرآن الكريم هذه المساواة؟ نعم إن في القرآن الكريم Ça, c'est la voix de Cheikh Bouzouzou. تؤكد هذه المساواة. نكتفي منها بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. من هنا نرى أن كلا من القرآن الكريم واتفاقيات جنيف يؤكد ضرورة المساواة في المعاملة الإنسانية، لا سيما مع الأشخاص الذين يعتزلون القتال. أسير الحرب الذي يحاول الهروب يتم القبض عليه قبل أن ينجح في هروبه، وبالتالي يكون عرضة لعقوبة تأديبية بالنسبة لهذا العمل حتى في حالة العدو. وفي النص على أن تكون العقوبة تأديبية فقط نفي لكل ما يمكن أن يحاك من ظنون واتهامات حول مثل هذا العمل. هل هناك يا حضرة الشيخ واقعة تاريخية تستشهد بمثل هذه المعاملة؟ هناك وقائع تاريخية كثيرة. Donc il répond, on va voir le deuxième message. C'est en français, donc probablement que c'est mieux. La TSR sur le mois de Ramadan. C'est mercredi dernier, 14 juillet, que l'Iran a lancé une nouvelle offensive contre l'Irak. Cette opération a été baptisée du nom de code de Ramadan. Dans nos pays de tradition chrétienne, on ne connaît la coutume musulmane du Ramadan que comme une période comparable au carême, consacrée au jeûne et à la prière. Et c'est précisément demain que se terminera pour cette année le Ramadan par la fête d'Eid el-Fitr. Il nous a donc paru intéressant d'en savoir davantage sur cette tradition et sur ses conséquences. Nous recevons pour cela aujourd'hui M. Mahmoud Bouzouzou, imam de la mosquée de la Fondation culturelle islamique de Genève. Le Ramadan est un mot arabe qui désigne le mois du jeûne. C'est le 9e mois de l'année hégirienne, c'est-à-dire l'année lunaire. Les musulmans sont tenus d'observer un jeûne absolu. Ils ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer et s'abstenir de tout plaisir de la chair depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Je pense que cela, dans la vie moderne, complique un tout petit peu le travail. Cela dépend du genre de travail que l'on fait, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont des fonctions pénibles et qui accomplissent un travail très dur, il est... Voilà, là c'est juste pour vous faire écouter la voix du shir. Maintenant, on ouvre le débat, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure, c'est à vous d'intervenir. Ceux qui ont un témoignage ou questions, ou vos questions, c'est... Ok. Monsieur Bouzouzou a étudié... Je m'approche comme ça, oui. Monsieur Bouzouzou a étudié à la médersa de Constantine avec mon père. Mon père était un petit peu plus âgé de quelques années, mais il y a eu une grande amitié qui s'est établie entre eux. Et quand j'ai rencontré Monsieur Bouzouzou ici à Genève en 64, j'étais son élève à l'université, c'est là que j'ai découvert. Donc il avait été l'ami de mon père. Et quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon père qui m'a dit bien sûr. Bien sûr, c'était quelqu'un, Mohamed Lardar Aka. Et j'ai été l'élève de M. Bouzouzou et j'ai découvert une philosophie de l'islam que je ne connaissais pas du tout avec M. Bouzouzou. Il disait il y a la religion de l'islam et il y a la philosophie de l'islam. Et en expliquant cela, j'ai découvert une ouverture que je ne connaissais pas du tout dans la religion. Et M. Bouzouzou a été quelqu'un de très important pour nous, pour ma famille, parce que vivant ici à Genève, les grands-parents étaient loin et il a joué le rôle de grand-père pour mes enfants. Alors ça a été quelqu'un d'extrêmement remarquable et je n'ai jamais rencontré une personne aussi pieuse que M. Bouzouzou. Ce n'est pas possible de rencontrer. Il personnifiait l'honnêteté, la piété et la générosité avant tout. Nous l'avons fréquenté régulièrement et nous avons beaucoup appris à chaque rencontre. On était émerveillés de découvrir les ressources de l'islam avec M. Bouzouzou.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur M. Donc laissez vos coordonnées à Abdelhamid, comme ça on aura des... Nous, on se connaît. Nous connaissons depuis qu'il a Non, 10 ans. justement pour enregistrer. Qui veut... Pardon, il enseignait quoi L'arabe à Alors, c'est l'arabe. l'université. Le professeur à l'école de traduction et d'interprétation. Donc la majorité... Et à l'université, Arabe et français, dans la oui. faculté de lettres. Voilà. Donc la majorité des traducteurs des Nations Unies arabe-français sont ses élèves. Si tu trouves un traducteur arabe-français, tu lui demandes, il te dirait que mon maître était Cheikh Bouzouz. Et il avait aussi un cabinet de J'ai traduction jamais aussi. entendu parler. Ouais, J'entends parler. ouais, pour un Algérien, ça, on Non, mais moi, mange j'ai un vécu- grand couscous. Non, mais moi j'ai vécu en France. Qui va témoigner? Toi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. Mohamed Levrac de la Fondation culturelle islamique de Genève. C'est-à-dire la grande mosquée là où Cheikh était imam. Exactement. Donc, je suis là. Donc, Chef, au Grand Mosquée, il était chef. Mahmoud Bouzouz. Bon, oui, il était Et imam l'imam, de la oui. grande mosquée, oui. Ah, Ouais. alors j'ai Et il y a raté, cette mosquée aussi. j'ai raté la rencontre précédente. Pour des raisons donc, de déplacement professionnel, il m'incombe un peu plus peut-être que certains ou certaines présents ici, d'être ici ce soir pour rendre hommage à Cheikh Bouzouzou. Je ne l'ai pas connu, mais étant à la Fondation culturelle islamique de Genève, c'est une fondation qui lui doit beaucoup, d'après donc les archives que j'ai découvertes, mais aussi d'après les témoignages que je reçois. Il n'y a pas une semaine ou 2 semaines où je ne reçois pas une personne dans mon bureau qui vient me parler de Cheikh Bouzouzou, de ce qu'il faisait au sein de la mosquée, des prêches, des sermons, des conférences qu'il organisait au sein de la mosquée, du rôle qu'il avait, ce rôle de fédérateur de la communauté musulmane au sein de Genève. Alors, si je suis là, j'ai un devoir, on a tous un devoir vis-à-vis de Cheikh Bouzouzou en tant que musulmans. Nous avons tous des devoirs les uns vis-à-vis des autres. J'ai un peu plus, je vous ai dit, parce que étant, je suis en train de gérer des responsabilités au sein de la mosquée, confronté à des situations, moi qui suis pas théologien, universitaire en France, je me retrouve à gérer donc ce monument, ce grand monument qui se trouve à Genève. Et donc c'est aussi une responsabilité pour moi d'être ici ce soir, moi qui suis responsable au sein de la Fondation culturelle islamique de Genève, pour partager ces moments, pour entendre cette conférence et les récits rapportés par notre frère Mustafa Habs, que je remercie. Je souhaite toute la réussite à cette fondation. C'est bien fondation? Ouais, à cette association. À titre personnel, bon, voilà, donc j'ai entendu l'appel et je vais voir aussi, donc je me joins aussi donc au président de l'association pour faire appel à toutes celles ou ceux qui sont présents ici ce soir. Et au titre de la Fondation culturelle islamique de Genève, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de cette richesse que Cheikh Bouzouzou a laissé à Genève, que l'association va se charger de réunir sous forme d'écrits pour que ça soit donc aussi donc transmis au sein de la communauté genevoise. Je suis là pour partager ces instants, rendre hommage à titre personnel, mais aussi au nom de la Fondation culturelle islamique de Genève, à toutes les œuvres de Cheikh Bouzouzou. Je ne l'ai pas connu encore une fois, mais je suis là depuis 2 ans et le nombre de témoignages que j'ai entendus donc, font que voilà, il fallait vraiment que je sois là ici ce soir avec vous. Jazakumullah khairan, assalamu alaikum. Merci beaucoup. Qui de notre message? Non, j'avais déjà témoigné la dernière fois. Un résumé de ce que vous avez dit l'autre fois. Non, c'est difficile. Ah, d'accord. Résumer. Ok.
alors c'est bon? Pas de questions. Pas de témoignage, mais j'ai une question. Oui. Vous avez dit qu'une fois, le chef, il a fait un rêve. Oui. Il a rêvé d'un serpent qui les poursuivait. Oui. En fait, ce serpent, c'était les traîtres qui voulaient les tuer. Comment? Les serpents qui les poursuivaient. Oui, oui. C'était ceux qui voulaient les tuer le lendemain matin. Lui, il a expliqué son rêve de cette manière-là. Il dit que effectivement, c'était presque son rêve. Donc, il a échappé à la mort. Probablement, c'est Dieu qui l'a guidé vers la. Voilà. Donc, pas d'autres questions. C'est juste pour vous dire. Oui. Non. Je voulais savoir, il est venu, il s'est expatrié de l'Algérie, donc si je comprends bien, avant la guerre d'indépendance, au déclenchement de la guerre. Avant l'indépendance. Il a pu obtenir l'asile en Suisse, directement. Il a eu un chemin plus long que ça. Abdelhamid, il répond parce qu'ils sont. Moi, je ne sais pas. Connaître vraiment l'histoire. Oui, non, je ne peux pas vous répondre avec précision, mais apparemment, il n'y a pas eu de difficulté pour s'installer ici. Parce que venir en Suisse, il n'y avait pas de visa. Pour devenir un imam dans une mosquée comme à Genève, il a fallu déjà que les autorités. Non, mais il n'est pas venu comme imam, ici, il est venu comme professeur d'abord. On oublie parce qu'il y a sur l'autre aspect. C'est un pédagogue d'abord, avant tout. C'est un grand pédagogue. Et il est écrivain aussi. Donc il était nommé professeur, il est venu pour enseigner. Ça, c'était à côté de l'imam, à la fonction d'imam. Parce que en lisant ce nouveau livre, il est en arabe, Afkar Mahmoud Bouzouz fi Taharrur al-Watani. كتبه الدكتور محمد أرزقي فراد. الدكتور محمد أرزقي فراد, ça c'est un ami, donc on était enseignants dans un lycée ensemble, donc, mais il est plus âgé que moi et après il est devenu directeur. Ce qui peut être traduit par les idées de Mahmoud Bouzouz sur la libération de l'Algérie. Et il cite des idées d'illumination et de libération. Il a évoqué donc surtout quelques correspondances importantes, à savoir du raisonnement de Cheikh Bouzouzou. Comment il répond justement à tes questions. Il répond comment il a quitté et comment il est resté en liaison avec avec la cause algérienne. Et ça a été donc et la personne avec qui il correspondait, c'est un grand imam. C'est un grand alim, un grand savant. Je ne sais pas, il est doué, mais il était établi, Cheikh Bou Abdallah, il est établi dans l'Oranie, à Oran probablement. Donc, et il se correspondait, il parlait des choses capitales, de son comportement, comment il vit difficilement ici, et comment, un grand secret, l'école, là où vous étiez, donc à l'université, il y a des ambassades qui veulent fermer tout ce qui s'est enseigné pour les Arabes parce que ça les dérangeait pas. Vraiment, ça les arrangeait pas. Et il cite beaucoup de choses. Donc, Cheikh Bouzouzou n'a pas fait la traduction du Coran, mais il a aidé les plus grands traducteurs dans leurs ouvrages. Et je les ai énumérés ici. Donc, il a aidé Roger Dupasquier. C'est un Suisse qui a fait la traduction du Coran du français à l'anglais. Il est du canton de Vaud, il est de Morges. Et moi, quand c'était prévu pour faire une interview avec lui, il est décédé, ça fait une quinzaine d'années comme ça, ou une vingtaine. Oui. C'était pas loin du salon du livre, je me souviens très très bien. Moi, j'ai publié dans la presse arabophone. Il n'y a pas de traduction du Coran. Il a traduit des livres. Et entre autres, il a une ébauche en anglais. Non, il n'y a pas de traduction du Coran de Roger Dupasquier. Non. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une traduction en anglais. Soit un résumé. Non, il n'y a pas. Non, il a Découverte de l'islam. Son livre connu, c'est Découverte de l'islam. Découverte de l'islam, probablement. Oui, probablement que c'est cela. Oui, probablement. Et il y a aussi une deuxième traduction de. Je l'ai confondu avec Michon. Avec Jean-Louis Michon. Ali Abdel Khalaq. Donc j'ai écrit sur Michon, donc sur lui aussi il a fait une traduction du Coran, Louis Michon.
Oui, oui, elle n'est Voilà, pas voilà. encore publiée. Oui. Ouais, mais elle est dans le net. Moi, vous Oui, pouvez trouver donc Jean-Louis Michon. J'ai publié un article sur Louis Savon, toujours d'actualité, quelque chose comme ça. Il a travaillé aussi avec Henri Babel sur le rapprochement des traditions religieuses. Donc, lui, il est chrétien, donc il a appris beaucoup de choses de l'imam Bouzouzou. Pasteur Babel avait créé le comité consultatif des religions. C'est le premier organisme de discussion interreligieuse ici à Genève, en Suisse. Ils avaient même été invités au forum de Davos une fois. Voilà. Où il y avait des représentants du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme, du christianisme, et pour l'islam, c'était mon père, là, Rahimahullah. Voilà. Et autre chose, Roger Garaudy est devenu musulman. Il est devenu musulman grâce à Cheikh Bouzouzou, c'est-à-dire la shahada, Cheikh Mahmoud Bouzouz, c'est lui qui a fait la shahada à Roger Garaudy. Il était membre du Parti communiste. Oui, il était parti du monde. Il a des écrits à la mosquée de Genève, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire sur Cheikh Bouzouzou. Donc moi aujourd'hui, j'aurais bien aimé lire dans les idées de Cheikh Bouzouzou. J'ai trouvé quelqu'un m'a envoyé c'est-à-dire des résumés sur des mots vraiment. Cheikh Bouzouzou, quand il parle, quand il écrit avec vraiment des équations. Donc, c'est-à-dire pour ceci plus cela égale cela. Et si je me réfère maintenant, donc même notre ami Mohamed Ansari Farad, il a résumé quelques-unes de ces idées-là et il les a citées. Mahattat fi Masar Mahmoud Bouzouzou, station sur le chemin de Bouzouzou. Il a parlé de lui, son histoire et autres, mais quand il évoque les idées de Cheikh Bouzouzou, vraiment c'est des mots forts. Je peux lire un ou deux, on s'arrête. Donc, إن العقل أشرف شيء في الإنسان فإذا كان مقيدا بأوهام فاسدة خاضعا لاعتقادات باطلة كان ما يصدر عن الإنسان فاسدا باطلا ذلك يؤدي لا محالة إلى الشقاء. J'ai pas eu le temps de le traduire convenablement, mais l'esprit est la chose la plus honorable chez l'homme. Il est lié par des illusions corrompues jusqu'à ce qu'il dit si l'être humain se libère de ces illusions, il devient quelque chose d'important. Il reprend autre chose, par exemple, والدين إذا لم يكن له أثر حسن في الحياة العملية فلا معنى له. La religion, si elle n'a pas un impact positif sur la vie professionnelle, elle n'a aucun sens. Il dit aussi قوة المال أعظم من قوة الضمير. الضمائر الصغار تذل لرنين الدينار. Donc quand tu donnes à quelqu'un, donc le pouvoir de l'argent est supérieur au pouvoir de la conscience. Donc quand tu donnes à quelqu'un, tu lui boucles, tu le fais vivre. ليس كل القديم باليا فاسدا وليس كل الحديث رائقا صالحا. Toute chose ancienne ou vieille, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou inutilisable. Et tout nouveau ou récent n'est pas forcément meilleur. Vraiment, il a par exemple, إن أقدس الحقوق طبيعية الإنسان هو الاستقلال. Les droits naturels les plus sacrés de l'homme sont l'indépendance. Parce que lui, il dit aussi à propos du colonialisme, الاستعمار هو رسول الشيطان. هو جرثومة الفساد في الأرض إذا ما تزال الفساد. Le colonialisme est le messager de Satan et le germe de la corruption dans un pays. إذا ما تزال الفساد. S'il meurt, tous les fléaux meurent. Il dit aussi لا يطيب لي عيش في شعب متفرق والموت لي أطيب من الحياة في شعب هذا حاله. Donc ce n'est pas bon pour moi de vivre dans un peuple dispersé ou éclaté. La mort est meilleure pour moi que la vie dans un peuple comme celui-ci, dispersé, éclaté, non uni. Il parle de son peuple en Algérie avant l'indépendance. Il dit aussi, le peuple algérien a une flamme refoulée, réprimée,
Malheur à ces détracteurs, dédaigneurs, le jour où ils se lancent, où ils se réveillent. Sha'b al-Jazairi lahbun makbout, waylun limuzdarihi yawman yantaliq alayh. D'où le grand poète algérien Moufdi Zakaria a écrit son grand livre à lire et capital, Al-Lahab al-Muqaddas. Al-Lahab al-Muqaddas. Vraiment, c'est... il dit beaucoup de choses. Alors là, sur la France, il refait ce que son maître, son imam, Ibn Badis parle de la France. L'imam Ibn Badis dit, si la France me dit, il parle de la France coloniale. Voilà. Maintenant, le monde a un peu changé. Il y a 5 ou 7 millions de musulmans là-bas. Il dit que Ibn Badis disait, si la France me dit de faire le témoignage de la shahada, dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quand elle vient de la France, je ne la fais pas. Il y avait un ami à Cheikh Bouzouz qui est un grand militant. Il y a le docteur Mohamed remplace un autre docteur اسمه نائب المدير الماضي قديم Mohamed docteur j'ai oublié. Donc il remplace un docteur saoudien. Ouais. Et ce docteur saoudien, il avait son père qui était ambassadeur en Mauritanie, en Libye. Et ils se sont rencontrés là-bas avant l'indépendance. Des gens, entre autres, un grand militant, Mohamed Saïd, c'était l'un des chefs des grandes régions de militaires d'Algérie. Et il y avait un ambassadeur qui voulait jouer un peu avec la mentalité des Algériens. Il ne sait pas qu'ils sont trop nerveux. Et il s'est rapproché de ce monsieur-là. Il lui a dit, et c'est un ami à Cheikh Bouzouzou, ils viennent de la même région. Ils sont tous deux Kabyles, donc ils viennent de la même région. Il lui a dit, écoutez, monsieur, si jamais, Dieu décide demain, dans l'au-delà, que De Gaulle ira au paradis. Que faites-vous les Algériens, vous surtout les chefs militaires, que faites-vous? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, non, on ne rentre pas à ce paradis-là. On préfère rester à l'enfer qu'aller avec De Gaulle. C'est juste pour vous dire que l'union était capitale pour qu'il y ait l'indépendance de l'Algérie. Il y a beaucoup de choses à dire, probablement qu'on va programmer une autre séance uniquement pour lire dans les pensées de Cheikh Bouzouzou. S'il n'y a pas... on s'arrête là, c'est... Je m'excuse, j'ai étalé trop ma marchandise parce qu'il y a des frères qui ont dit, qui connaissent très très bien Cheikh Bouzouzou, mieux que moi, et qui ont dit qu'ils vont venir, entre autres, notre ami Abdelkrim, je vais lui téléphoner, à moins que madame va lui téléphoner pour lui dire pourquoi tu n'es pas venu. Le fils aîné de Cheikh Bouzouzou, il connaît beaucoup de choses sur son histoire, comment ils sont venus ici. Et voilà. Alors vous êtes invité à prendre des boissons et... Ok. Ils peuvent témoigner, je veux dire. Ils sont beaucoup à le côtoyer. Donc... Oui, mais il y a des gens qui devaient venir et ils ne sont pas venus. Oui. Oui. Comme il a eu tout ce débat pendant une semaine, on a parlé sur la télévision française, les débats sur le foulard. Alors, ma fille, elle était à Marie-Thérèse et Florino. Et quand déjà il y a... C'est une école. Quand ça a commencé le débat, pour la taquiner, les élèves disaient, mais toi, Lalia, c'est d'abord tu es grande militante pour les Noirs, tu es à moitié noire, mais moitié sans exception, elle est noire, et tu ne portes pas le foulard. Alors elle a demandé à Charles Soussou, qui a dit non, si tu mets le foulard, on va te regarder plus et on va faire des commentaires sur toi. Continue à t'habiller de façon très décente, mais ne mets pas le foulard. Là il reprend
son maître, Ibn Badis, disait aux gens qui veulent forcer, il faut une conviction. Il leur dit, avant d'enlever le voile sur la tête de la femme, il faut enlever l'ignorance de sa tête. Quand elle n'est plus ignorante, elle est consciente de ce qu'elle fait. Si elle veut le porter ou elle ne veut pas, ça c'est une affaire. Mais ma fille pratiquante et comme pour moi, Charles Soussou, c'était son conseiller, son guide, mais il a parlé comme ça. Oui, barakallahu fik. Qui d'autre? على قداش صلاة العشاء؟ داكور مازال ما أذنش. اوكي. اوكي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.